Une question d'Éric Desfossés. Comment faire pour redonner du pouvoir d'achat aux Français de façon générale? Pensez-vous que les salaires doivent évoluer vers le haut? Alors la réponse est oui, oui, je pense qu'il faut faire évoluer les salaires des Français parce que il y a eu depuis quasiment depuis l'entrée dans l'euro d'ailleurs, pour ne pas dire avant, progressivement la part a été de moins en moins belle pour les salaires, les salariés, et de plus en plus pour le capital. Voilà, de moins en moins pour le facteur travail, de plus en plus pour le facteur capital. Alors je ne suis pas marxiste, mais je ne suis pas non plus ignorant des analyses des uns et des autres. Et dans les analyses marxistes, il y a des choses qui sont tout à fait qui sont justes. Il est vrai qu'il y a une lutte d'appropriation de la valeur ajoutée entre le monde du travail et le monde du capital, et que ça a été justement toute l'alchimie de la seconde moitié du XXe siècle que d'aboutir à ces sociétés avec ces modèles keynésiens qui avaient compris qu'en donnant de l'argent, du pouvoir d'achat, en injectant du pouvoir d'achat chez les ouvriers, chez les gens modestes, etc., au total, ça faisait progresser l'économie entière parce que ces gens dépensaient cet argent, faisaient tourner la machine économique et finalement, les gens étaient bien contents. Je prends toujours cet exemple qui m'est cher, c'est celui des fameux accords de Grenelle de 1968, où compte tenu du blocage de la société française en mai 68, on était au bord de la Révolution. Il y a donc eu les fameux accords de Grenelle, pilotés d'un côté par Georges Pompidou avec son jeune secrétaire d'État au travail qui était Jacques Chirac, dans un immeuble de l'avenue Truden, paraît-il dans une chambre de bonne au 9e. Dans un premier temps, ils s'étaient rencontrés là la première fois. Et puis de l'autre côté, il y a les syndicalistes, et notamment le premier d'entre eux qui était à l'époque Georges Ségui de la CGT. À l'issue de ces accords de Grenelle, l'État avait imposé une augmentation du SMIC, comme on disait à l'époque, de plus 22%. Et donc ça avait évidemment, si vous augmentez le salaire de base des ouvriers de 22%, vous êtes obligé d'augmenter peut-être un petit peu moins, mais quand même presque autant le salaire des ouvriers qualifiés, et puis peut-être un petit peu moins, mais à peu près autant le salaire des contremaîtres, et puis après des cadres moyens, et puis vous êtes obligé progressivement d'augmenter tous les salaires. Voilà, pour respecter la hiérarchie salariale, même si vous l'écrasez un petit peu. Le résultat, donc, ça avait été une formidable injection de pouvoir d'achat chez les salariés du monde du travail, aussi bien public que privé. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Il s'était passé simplement que ça avait d'un seul coup dopé la consommation en France d'une façon phénoménale, et donc la croissance. Et on avait assisté, c'est pas pour rien qu'il y a c'était quelque chose qui n'avait pas été bien anticipé, qui avait même surpris les observateurs, c'est que l'injection massive de pouvoir d'achat qui avait eu lieu donc à partir de juin-juillet 1968 avait amené alors un déficit commercial de la France parce que les produits français devenaient plus chers. Il fallait évidemment intégrer dans le coût des produits français les intrants concernant les salaires et les charges, les coûts salariaux. Donc les produits français étaient plus chers, donc se vendaient moins, et donc on a assisté à un déficit commercial. Ça, c'est un effet négatif. Mais, effet positif, on a assisté à une formidable augmentation de la croissance française, qui a atteint des records qui étaient presque de type japonais à l'époque. Je crois qu'en 1960, alors ça a été 69, surtout 70, 71, 72, ça a été cassé avec la guerre du Kippour de 73. Mais en 71 ou 72, sauf erreur de ma part, la croissance en France, elle a atteint 5 ou 5,6% en 72. C'est quelque chose d'énorme. Et ça ne faisait pas suite à une pandémie. C'était vraiment énorme. C'est une forte croissance de l'industrie française. Quant au déficit commercial, il avait été réglé, comme vous le savez, par une dépréciation monétaire. La France avait dévalué sa monnaie. De Gaulle, qui comprenait pas toujours très bien les questions économiques et monétaires, il faisait une fixation sur la fierté nationale d'avoir un franc qu'on ne déprécie pas. Mais quand il était parti, contraint et forcé, le gouvernement français avait dévalué le franc français de 11,1%, je crois, à l'été 69. Quelques semaines après, le Deutschmark avait été réévalué. Mais au total, l'économie française avait été formidablement restaurée. Donc moi, je pense que c'est la même chose qui se pose en France, parce qu'en France, il y a un véritable problème de pouvoir d'achat, et notamment des catégories les plus modestes de la population. Il y a un inconvénient qu'il faut reconnaître, c'est que
ce pouvoir d'achat, s'il se porte sur des produits d'importation, risque de moins faire tourner la machine économique française que de faire tourner la machine à importer, et donc de grever notre déficit commercial. Mais si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où on sortirait de l'euro et où le franc se déprécierait, eh bien ce phénomène serait ralenti par une beaucoup plus grande compétitivité des produits français. Et donc on aurait un équilibre qui se produirait de cette façon, et puis surtout on donnerait aux gens du pouvoir d'achat. On peut d'ailleurs, si on gère les choses finement, orienter les dépenses des ménages par des incitations fiscales vers des activités économiques qui sont réputées moins consommatrices de produits d'importation et plus créatrices d'emplois. Je pense en particulier au logement. Je pense à la construction. La construction, c'est un truc... Vous savez, il y a un proverbe en France qui remonte à Mathusalem, donc je crois que ça remonte au XIXe siècle, ou peut-être au début XXe. Et oui, j'avais vu, c'était un député qui avait lancé ça, c'est peut-être dans les années 30, je me rappelle plus, qui avait dit quand le bâtiment va, tout va. Ben, c'est une bonne image, parce que si vous avez de la construction, ça fait travailler tous les corps de métier qui participent à la construction d'un logement, d'une maison, d'un immeuble, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les fabricants de tuyauterie, des robinets, les chaudières, le matériel brun, voilà, les papiers peints, enfin tout ce qui fait les huisseries, les fenêtres, etc. Et avec des ajustements, des incitations ciblées, on devrait pouvoir, à mon avis, relancer des filières de l'économie qui sont particulièrement créatrices d'emplois, y compris chez les PME. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Il faut absolument développer le tissu français des petites et moyennes entreprises et des artisans, puisque, comme le disent les chambres de métiers et de l'artisanat, à juste titre, c'est quand même eux, c'est quand même elles, le premier employeur de France. Les gisements d'emplois en France, c'est moins dans les très grandes entreprises qui sont au vent de la concurrence que dans l'artisanat. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a des choses à faire sur ces questions.